vont se lever et remercier du soutien que vous avez apporté à cette opération. Bravo. Merci beaucoup. Bien sûr, donc une entreprise qui est sur le pôle de Roissy et qui a toujours été très à l'écoute des questions d'insertion sociale, notamment dans le cadre de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Et vous rejoignez cette cause, je tenais à vous remercier et à remercier votre président. Il y a également les transports qui ont été assurés par les cars Lacroix, le président donc, qui n'a pas pu être là, je tenais à le remercier. Il y a également la fondation RATP qui s'est jointe donc à cette opération pour la soutenir, et la fondation Aéroport de Paris. Voilà, donc en très peu de temps, ces entreprises du Val d'Oise ont effectivement rejoint cette opération. Voilà, Monsieur Guyot, et bien écoutez, nous sommes impatients de vous entendre pour la table ronde. Merci. Merci infiniment. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation des athlètes, des sportives, des championnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc Tiffany Fanja, elle est née le 22 décembre 1981 à Lyon. Elle débute à 5 ans sous l'insistance de son père pour qu'elle sache se défendre. Donc très douée, elle fait du basket, elle fait du karaté, elle est au club de Sarcelles. Elle est première mondiale dans sa catégorie de moins de 68 ans sur la saison 2011 et 2012. Elle a été entraîneur national en karaté à la Fédération de karaté et elle est maintenant professeure de sport à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Donc son palmarès, je vous le rappelle, triple championne de France en 2007, 2008, 2012, championne du monde en 2008 et elle a été consacrée à Tokyo donc en 2008, championne du monde par équipe en 2010, en 2012, vice-championne d'Europe des moins de 68 ans en 2012. Je crois que ça mérite des applaudissements. Et j'ai donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, mais on va vous demander d'essayer dès maintenant, de voir si vous avez des questions à poser. Donc on va vous présenter l'ensemble des championnes. Et puis ensuite, on se réserve un petit moment d'échange et de débat entre nous, où vous pourrez poser des questions aux championnes. Vous pourrez poser des questions aussi à nos nombreux élus qui sont là. Hein. Donc commencez à réfléchir aux questions que vous pourriez poser. Moi, j'en ai une première pour Tiffany. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez que votre papa vous ait un petit peu forcé la main pour faire du karaté quand vous aviez 5 ans ? Non, mais bien sûr que non. Mon père, je le remercie de m'avoir poussé à faire du karaté et puis surtout de m'avoir suivi et accompagné tout au long de ma carrière, parce que je pense que ça a été un élément indispensable dans ma réussite. Donc vous avez commencé à 5 ans le karaté, et le basket, vous l'avez commencé à quel âge ? Vous avez fait les deux ? Oui, pendant 2 ans, j'ai fait les deux. Et puis après, il a fallu faire un choix parce que les entraînements de karaté tombaient en même temps que les matchs de basket. Et donc, j'ai préféré poursuivre dans le karaté. Et alors, pourquoi le choix du karaté plutôt que celui du basket ? En fait, je ne saurais pas trop l'expliquer, si ce n'est qu'au karaté, il n'y avait que moi pour gagner ou pour perdre. Et donc, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et puis... au basket, en fait, j'étais dans une petite équipe où les filles, elles n'étaient pas forcément aussi motivées que moi et aussi compétitrices que moi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré. C'est cette notion de compétition qui a fait que le karaté vous correspondait davantage. Oui. D'accord. Et maintenant, vous êtes donc professeur de sport à l'INSEP. Quel parcours de sportif pour arriver maintenant à l'INSEP en tant que professeur de sport ? C'est le sport qui vous a amené à réaliser ce métier aujourd'hui ? Oui, complètement, puisqu'en fait... au niveau professionnel, je cherchais un petit peu ma voie. Et puis en fait, c'est le directeur technique national qui m'a proposé de passer le professorat de sport pour ensuite intégrer la fédération. Et donc je suis partie à l'INSEP pour préparer le concours, ce qui m'a permis non seulement de préparer ma vie professionnelle, mais aussi de continuer ma carrière sportive pendant quelques années. Et du coup, j'ai alors, les prochaines échéances, pour vous, ça sera quoi ? La prochaine échéance, c'est les championnats d'Europe au mois de mai. D'accord. Et quel est votre objectif à ces championnats d'Europe ? Forcément, c'est de ramener la médaille d'or. Ramener la médaille d'or. On peut l'applaudir et on peut l'encourager. Gaëlle Amand.
Je crois qu'on a une petite vidéo sur cette jeune fille, boxeuse française, hein, qui est née dans les années 93. Hein, c'est parti, on peut lancer une petite vidéo, puisqu'il y a eu un petit sujet qui a été fait avec elle. Qui vous la présente? Exemplaire. C'est l'histoire de Gaëlle Amand, 29 ans, championne de France de boxe poids-plume et toute nouvelle championne d'Europe. Vous avez un écran là. Une discipline de fer, 2 entraînements par jour pour entrer enfin dans l'élite mondiale. Un parcours de femme dans un monde d'hommes où le combat ne se déroule pas seulement sur le ring. La boxe c'est vraiment plus macho et c'est vrai que encore il n'y a pas longtemps il y a eu des gants d'or et il n'y avait pas de femmes. Je trouve ça très triste alors que on est là, souvent on fait les plus beaux combats des soirées et on est là pour représenter, mais plus haut ça veut pas forcément. Donc. Travaille bien en ligne. Gaëlle Amand a commencé la boxe il y a 15 ans. À l'époque, elle était la seule fille. Aujourd'hui, si les mentalités ont un peu évolué, les femmes se font toujours rares dans les clubs de boxe. Quand on commence, on arrive dans une salle, c'est dur. Je sais que dans le club, on doit être 3 ou 4 maximum. C'est vraiment pas énorme par rapport à tous les licenciés qu'on a. Ça a évolué parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, on n'avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui, on n'avait même pas de vestiaire, c'était vraiment limite si on n'était pas là, c'était mieux quoi. Donc c'est vrai que ça a évolué. Fatia Benatsou, la préfète déléguée pour l'égalité des chances, veut faire bouger les lignes grâce à l'opération Nos championnes viennent des quartiers. Une première dans le Val d'Oise pour sensibiliser toutes ces femmes des quartiers qui ne savent pas forcément que le sport leur est accessible. Quand on voit une femme arriver dans le sport, on doute. On en parlait tout à l'heure avec Gaëlle, en disant oui, mais bon, passer, il n'y a rien à voir, quoi. Ben là, elles ont démontré, elles se sont affirmées en travaillant énormément et en faisant aussi les bonnes rencontres, parce qu'il faut aussi faire les bonnes rencontres, en étant aussi aidées. Hein. L'État accompagne énormément les associations qui travaillent sur l'insertion par le sport. C'est de leur dire, écoutez, elles ont franchi des obstacles. C'est difficile, mais elles sont arrivées. Donc, toutes n'ont pas vocation à devenir de grandes athlètes, mais pourquoi pas, après tout. Mais il faut leur laisser leur chance, voilà. Un message qui sera porté par des sportifs professionnels, comme la boxeuse Gaëlle Amand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de machisme dans la boxe, et faut passer outre et aller plus loin, et s'entraîner, se faire plaisir, et tout le monde peut y arriver. Si je suis là aujourd'hui, c'est que certes, oui, j'ai travaillé, mais au bout de 15 ans, j'ai ramené une belle ceinture, enfin des belles ceintures, et je pense que tout le monde peut y arriver. L'opération Nos championnes viennent des quartiers sera également l'occasion de lancer un appel à projets pour soutenir les meilleures initiatives pour aider le sport au féminin dans le Val d'Oise. Des licences sportives et des bourses seront offertes par le comité départemental olympique et sportif. Quant à Gaëlle Amand, elle se concentre déjà sur son prochain objectif, la ceinture de championne du monde qu'elle compte bien remporter en novembre 2013. Voilà, merci en tous les cas pour ce petit clip. On a la chance, au-delà de la voir en vidéo, qu'elle soit sur place. Hein. 51 combats amateurs, championne de France amateur en 2003 et en 2004, 9 combats professionnels, 9 victoires dont un KO, championne de France en 2012, elle est devenue professionnelle maintenant, et depuis 2012, donc, elle est à Cergy-Pontoise. Elle a été championne d'Europe en battant au point la Hongroise Agota Ilko, elle a 23 ans, et donc elle prépare les championnats du monde. Allez, encore des applaudissements pour elle. Qu'est-ce que ça fait d'être championne d'Europe? Je pense que c'est l'accomplissement de beaucoup de travail, mais c'est une très belle récompense. Vous avez commencé la boxe à quel âge? À 14 ans. 14 ans. Et avant, vous avez fait du sport avant? J'ai testé le karaté en fait. Bon, il y avait de la concurrence sur le karaté. Voilà, mais j'ai pas accroché en fait les cours. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été vers cette activité, vers la boxe? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport? En fait, je cherchais un sport parce que j'étais un peu speed en fait, donc j'avais besoin d'être canalisée. Et je me suis orientée après directement vers la boxe et j'ai accroché tout de suite. Et vous disiez dans le reportage qu'effectivement, vous êtes dans un monde vraiment de macho. Ça s'est vérifié par la suite? Vraiment? Ouais, quand même.
Bon, et ça va mieux maintenant quand même? Vous Ouais, êtes accepté? Oui, ça a beaucoup évolué. Oui. Mais, Est-ce qu'il y a eu il y a eu d'autres contraintes pour accéder vers le haut niveau dans le domaine de la boxe pour une fille? c'était dur au début, maintenant ça a changé, ça a beaucoup évolué. Et puis je pense qu'une fois qu'on fait sa place, de toute manière, on démontre qu'on peut ramener des ceintures. Après, je pense que... D'accord. Comment vous allez préparer là, les championnats du monde dans l'avenir, là? Puisque je crois qu'il y a cet objectif d'aller Ouais, de voilà. ramener justement hein, cette médaille de championne du monde. Comment vous vous préparez maintenant? Je pense qu'on va commencer la préparation dès le mois prochain. Et ça va être beaucoup d'entraînement, je pense, à l'étranger et beaucoup de sparring. D'accord. Et sur le plan professionnel, est-ce que vous avez une idée? Parce que bon, sportif professionnel, c'est très très bien. Mais pour après, est-ce que vous avez une idée dans la reconversion professionnelle, ce que vous allez faire? Non, pour l'instant, vous n'y pensez pas. Je suis en ce moment en train de passer justement une formation BPGEPS AG2F, donc à l'INSEP, pour tout ce qui est remise en forme, force athlétique et gymnique. Et gymnique, oui. Voilà, excusez-moi. Et vous n'avez pas une idée derrière la tête? Mon idée, en fait, c'est de monter un concept 100% filles, en fait, pour que ce soit dans la boxe et dans la remise en forme. D'accord. Bah, écoutez, je crois qu'on peut l'encourager aussi pour ce projet. Un projet qui est dans le thème d'aujourd'hui, un projet donc de monter une salle de fitness et de boxe 100% féminine. Bah, écoutez, franchement, super. Et bien écoutez, bravo, on vous encourage en tous les cas. Et nous allons passer maintenant à notre troisième championne, Cécile Demaude, donc escrimeuse française, qui a eu un incident à un moment donné avec la sclérose en plaques, hein, et qui donc, malgré tout, a voulu faire du sport, fait du sport, est une championne dans le domaine de l'escrime, championne de France 2011 et 2012, en épée, au fleuret et au sabre, 3e de la Coupe du Monde en 2010, numéro 8 mondial en 2010 à l'épée, vice-championne d'Europe de fleuret par équipe en 2011. Et puis vous avez donc dernièrement, vous avez été 7e aux Jeux paralympiques en 2012 à l'épée par équipe. Et donc vous revenez de Londres là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette expérience extraordinaire d'avoir été aux Jeux paralympiques à Londres en 2012? Alors, c'est vrai que les Jeux, pour moi, c'était quelque chose de fantastique. C'était quelque chose que j'imaginais même pas du tout. À savoir que je suis en fauteuil maintenant depuis 12 ans. C'est vrai qu'en tant que valide, jamais j'aurais pensé faire les Jeux. Alors, le fait d'être en fauteuil, quelque part, m'a permis d'aller aux Jeux paralympiques de Londres. Mais j'ai bossé pour. Oui, c'est beaucoup d'entraînement. Hein, c'est beaucoup d'entraînement, c'est 3 ans de vie à côté complètement. La vie privée n'existe plus. Voilà, mais je pense que c'est pour nous toutes pareilles. Et puis, c'était partir à Londres, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. À la cérémonie, j'ai commencé à le réaliser. Puis bon, mais une fois qu'on est dans la compétition, on est dans la compétition. Et bon, là, moi, je repars pour 4 ans. J'espère ma sélection pour Rio, voilà. Ok, et sur le côté professionnel, parce que vous n'êtes pas... vous avez 40 ans, c'est quand même déjà une bonne expérience dans le domaine du sport. Mais alors, comment vous arrivez à concilier le côté sportif, votre vie professionnelle, et puis en plus, avec un fauteuil roulant? Donc, comment vous arrivez à gérer tout ça? Alors, professionnellement, moi je travaille à Pôle emploi. Voilà. J'ai eu cette opportunité, entre guillemets, de travailler à Pôle emploi par le biais de M. Goldschmidt. Voilà. Monsieur Goldschmidt, qui est le président de notre comité olympique. Voilà, tout à fait. Val-d'Oise. C'est par son biais que j'ai eu cette opportunité. Et donc maintenant, j'ai un aménagement au niveau de mon emploi par rapport à mes entraînements et par rapport à mes compétitions. Voilà, quand je pars en compétition ou que je pars en entraînement, je suis en mission en fait. Voilà. Ok, prochaine échéance donc? Les championnats du monde en Hongrie au mois d'août. Et on vise quelle place? La première, bien sûr. Bon, allez, on l'encourage aussi.
autre championne, Sophie Daudemont. Là, on passe à une autre activité, c'est le tir à l'arc. Hein, elle fait partie du club de Villers-le-Bel. Elle est en spécialité arc classique. Hein, et donc, elle a été 15e et 8e par équipe en 2007 au championnat du monde, 4e par équipe en 2008, au championnat d'Europe 50e et 7e par équipe en 2008. Elle a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et elle a eu une médaille de bronze. Hein, je crois qu'on peut l'applaudir aussi également. Elle est championne de France, évidemment. Elle est la numéro 1 mondiale. Elle a arrêté sa carrière pendant quelques années. Et puis maintenant, elle revient à la compétition. Et donc, racontez-nous un petit peu votre expérience et votre itinéraire, Sophie. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai commencé le tir à l'arc à l'âge de 7 ans. J'ai eu une jeunesse un peu compliquée. Donc, mon père m'a emmené avec lui faire du tir à l'arc. J'ai pas eu le choix. Et puis, au départ, c'était un peu une obligation quand même. Et puis, c'est devenu un plaisir à force de gagner et de s'entraîner et de réussir. Et puis, voilà, ça fait 30 ans que je fais du tir à l'arc. Alors, c'est vrai que je viens d'arrêter ma carrière internationale, mais je continue dans mon club de Villers-le-Bel à entraîner et à essayer de pousser les jeunes et les moins jeunes à faire de la compétition, à faire du tir à l'arc. Alors, on peut l'applaudir, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du sport et à quel âge vous avez commencé à pratiquer le sport? Ouais, donc comme je viens de le dire, hein, j'ai commencé à 7 ans par mon père. C'est mon père qui m'a emmené. D'accord. Et vous avez fait tir à l'arc dès le départ et jusqu'au bout? Ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai que j'ai fait un peu d'autres sports, un peu de handball. D'accord. Un peu de tennis, un peu de volley, mais ouais, je suis restée sur le tir à l'arc. Et alors, sur le plan professionnel, quel est votre métier? En fait, je suis gardien de la paix, donc police nationale à Paris. D'accord. Et vous arrivez facilement à concilier les entraînements et ces missions de gardien de la paix? Donc en fait, depuis 2007, j'ai eu une convention à plein temps avec la police. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé depuis 2007, je ne travaillais pas pour faire du tir à l'arc. Et j'ai repris mon activité professionnelle depuis le mois de janvier. Donc ça veut dire qu'il y a des aménagements possibles dans le domaine de la police pour faciliter le travail d'entraînement et pour faire en sorte qu'on vous donne le maximum de chances pour aller vers le haut niveau. Ouais, c'est vrai qu'il existe des conventions en fait, entre les différents ministères. Alors après, moi je ne fais pas de politique, hein, mais voilà, il y a des conventions entre les différents ministères, donc ministère de l'Intérieur, ministère des Douanes également. Hein, on en entend plus parler avec les biathlètes qui eux aussi ont des conventions. Donc c'est vrai que moi j'ai réussi à bénéficier de cette convention. Et il y a d'autres sportifs de haut niveau dans la police nationale aussi qui en bénéficient. Sophie Daudemont, numéro 1 française, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Nous étions jusqu'à maintenant sur les sports individuels. Et là, on a une chance également cet après-midi de recevoir en tous les cas une jeune fille qui est accompagnée de son équipe. D'ailleurs, vous voyez, ils sont en vert, là, on peut les applaudir. C'est le handball. C'est une jeune femme qui a été au poste d'arrière droite. Donc, c'est une joueuse qui a été recrutée pour son expérience. Et paraît-il qu'elle a un bras droit dévastateur dans le handball. Hein. Elle est au club de Cergy-Pontoise en division 2 depuis 2010. On peut l'applaudir, oui, allez-y. Voilà. Donc elle a été 3 fois pour son palmarès, 3 fois championne de Slovénie, 3 fois vainqueur de la Coupe de Slovénie et vainqueur de la Ligue des Champions. Ensuite, elle a été à Vienne, elle a pas mal voyagé. Elle a été 2 fois championne d'Autriche, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Autriche. Et ensuite, elle a été au club de Metz, où elle a recueilli 5 titres de champion de France en Division 1. Et nous en avons la chance de l'accueillir maintenant dans le Val d'Oise, au club de Cergy-Pontoise Handball, en Division 2, hein, en 2010. Hein. Et donc, c'est un sacré parcours, dites-moi. Vous voyagez partout dans le monde grâce au sport? Oui, oui, un petit peu. Quand on a envie toujours montrer qu'on peut gagner quelque chose de plus, ça nous donne envie, comme tout le monde qui a dit avant moi. Et voilà. Vous avez toujours fait du sport et du handball depuis le plus jeune âge? En fait, j'ai toujours participé un petit peu à tous les sports collectifs.
D'accord. J'étais un petit peu au basket aussi. Un petit peu, ils m'ont ramené au athlétisme. J'étais le poids, mais ce n'était pas mon truc. Alors, entre la Slovénie, l'Autriche et la France, vous êtes bien accueillis en France? Oui, mais en début, je peux dire que je disais tout avant, jamais en France et je ne vais jamais parler français, la langue française. Ben, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis déjà 8 ans en France et je pense que je me débrouille pas mal en français aussi. Bah écoutez, on peut l'applaudir parce qu'effectivement, elle se débrouille très bien en français. Et sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous faites? Comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie sportive? Bah, pour le moment, j'étais que sportif au niveau. Vous êtes à 100% sportif professionnel, sur le handball. Exactement. Et comment vous vivez alors? C'est les primes des matchs qui vous nourrissent? Comment vous faites pour vivre? On a aussi le travail comme tout le monde. On travaille jusqu'à le matin, le soir. On a de l'entraînement le matin, entraînement l'après-midi. D'accord. Après, on a aussi les préparations mentales. On regarde les vidéos aussi, adversaires. Et voilà. D'accord. Et alors, les objectifs de cette équipe de handball à Cergy-Pontoise, quels sont-ils? Ils sont-ils quand cette année on voulait monter en première division, mais malheureusement on avait plein de blessés et ça nous manquait un petit peu. Cette année on ne va pas réussir, mais on s'est quand même gagner la 2e position pour garder bon mental pour l'année prochaine. Les compétitions 100% féminines, ça se passe très très bien? On parle toujours le féminin, on est gentil, on est non. Le handball, c'est aussi un sport de combat. Et beaucoup de contacts. Il y a toujours des petits coups qu'on dit qu'on ne voit même pas. Et on assume beaucoup. D'accord. Voilà. Écoutez, je crois qu'on peut l'applaudir aussi bien fort. Hein. Le handball à Cergy-Pontoise. Et puis maintenant, on va essayer de passer un petit moment ensemble pour échanger. Voilà, donc je vous avais demandé il y a quelques instants d'essayer de voir si vous aviez des questions à poser à nos jeunes, à nos élus. Donc voilà, allez, on a des micros qui sont, vous commencez à réfléchir à vos questions. Hein. Et puis on a également une nouvelle athlète qui est venue nous voir aujourd'hui. C'est donc Lucie Perrault en judo, vice-championne d'Europe, vice-championne junior, vice-championne du monde en 2009. Elle a été championne de France junior au championnat d'Europe. C'est ça, hein? Championne de France junior et 5e au championnat d'Europe. Lucie, racontez-nous un petit peu votre parcours sur le judo. Oui, on peut l'encourager, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. J'ai fait d'autres sports aussi en même temps. J'ai fait du tennis, du foot. C'est pareil, c'est papa qui a dit « Allez, tu vas aller faire du sport ». Le foot, oui, c'est mon père. Mais sinon, le judo, c'était par hasard. Je voulais m'inscrire à un sport et ça a été celui où il y avait le plus où il pouvait m'emmener le plus souvent. Par hasard, c'est-à-dire que vous habitiez à côté d'un club où il y avait un club de judo, puis vous avez été voir comme ça pour voir comment ça se passait. Oui, c'est ça. En fait, il voulait m'inscrire à la gymnastique, mais le planning des entraînements n'allait pas du tout. Donc, on était voir un club de judo et voilà. Voilà, et donc entraînement. Hein, et donc, les prochaines échéances pour vous? Alors, dans début mars, j'ai une compétition en République tchèque. C'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Coupe du Monde. Et l'objectif, ce serait d'arriver... de gagner. De gagner. Eh bien, écoutez, on n'a que des gagnants avec nous cet après-midi parce qu'ils veulent tous être champions du monde. Je crois qu'on peut tous les applaudir encore une fois. Hein. Alors, on a 2 micros qui sont à disposition. Et puis donc, on va essayer de se prêter là à ce jeu d'échange et de rencontre. Hein. Encore une fois, c'est une vraie volonté de Madame la Préfète et des nombreux élus qui sont là cet après-midi. Alors, il ne faut pas être timide. Les questions sont complètement ouvertes. Et puis voilà, il suffit qu'il y en ait un qui démarre. Et puis en principe, après, on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y en a un qui peut se lancer? Il y a une jeune fille là-bas qui lève la main. Allez, la jeune fille, là, elle a une question à poser. Bonjour. En fait, c'était pour poser la question à... Pour vous laisser un petit peu de temps de réflexion, je crois qu'on a un groupe qui vient de l'école de la 2e chance, qui est présent avec nous.
Et donc, il y a l'animateur qui vient avec ce groupe, qui peut nous dire un petit mot peut-être sur ce que représente un peu ce que c'est que cette école de la deuxième chance. Il y a un micro-baladeur, s'il vous plaît. On va demander à ce monsieur. Et puis donc, la jeune fille là-bas, ensuite, va suivre pour poser une question. Donc, école de la deuxième chance, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et puis, je crois qu'il y a un volet un peu sport dans cette école. Oui, donc alors bonjour à tous. Donc au niveau de l'école de la deuxième chance, nous accompagnons des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas de diplôme, donc vers un emploi ou une formation, vers un projet professionnel qu'ils ont choisi. Donc voilà, donc l'accompagnement se fait autour de matières principales que sont les français, mathématiques et la bureautique. Mais on a aussi un volet sport, parce qu'on considère, notamment dans le Val d'Oise, que le sport est quelque chose d'important. Alors, j'ai entendu plusieurs choses dans les discours sur les valeurs de la vie, les valeurs d'équipe, de solidarité. Mais aussi le sport, c'est l'effort. Il y a d'autres choses. Donc, on trouve que c'est vraiment un bon outil éducatif. Et voilà. Donc, vous vous servez aussi d'activités sportives pour encourager ces jeunes aussi à se dépasser, à faire des efforts et faire en sorte qu'effectivement ensuite ils se forment et avec un objectif de les emmener vers un métier. De les emmener voilà, vers le métier qu'ils ont choisi, donc après par les différents biais. Et ce matin, on était encore en séance d'acrosport, donc quand on a vu les cheerleaders tout à l'heure, on s'est dit, voilà, on y arrivera peut-être un jour. D'accord. Moi, je crois qu'il y a une jeune fille qui avait une question à poser là-bas, on va récupérer le micro. Mais on va demander aux jeunes de faire ce petit effort, de se taire pendant ce moment d'échange et de permettre à ceux qui ont des questions à poser de bien les écouter. Je vois qu'il y a quelques jeunes qui bougent aussi là-haut. On va leur demander de bien s'asseoir, qu'on puisse avoir ce petit temps bien calme entre nous et de permettre à tous ceux qui le désirent de poser des questions. Alors moi, je voudrais simplement là vous demander, parmi tous les jeunes qui sont là, quels sont ceux qui sont inscrits dans un club sportif? Levez la main. Vous voyez, il y a de quoi faire, il y a du travail. Donc, bon, bravo, félicitations. Et puis, on s'aperçoit que, effectivement, ce n'est pas la grande majorité. Donc, voilà. Et donc, on reposera la question à la fin pour savoir, effectivement, si vous avez envie de faire du sport. Vous voyez, vous avez des témoignages là de champions qui ont démarré le sport, qui sont arrivés à très, très haut niveau. Alors, la jeune fille, voilà, va poser sa question. Bonjour. Bonjour. Je viens du 9-5, à Reval d'Argenteuil. Oui. En fait, c'était pour poser la question à celle à Mets bien le micro près de ta bouche. C'était pour poser la question à celle à côté de vous, là. Oui. Et en fait... Celle à côté de moi, elle fait du judo, c'est Lucie Perrault. Quand elle faisait du judo, est-ce que des fois elle a eu des moments de blues, voilà, des moments de doute? Alors oui, j'ai eu des moments de doute parce que j'ai été pendant 1 an et demi, 2 ans beaucoup blessée. Je me suis fait opérer 3 fois. Donc oui, beaucoup de questions, mais avec tous les efforts qu'on a fait avant et puis l'entourage, l'entraîneur, la famille, les amis, on continue et puis on sait ce qui nous attend derrière. Merci. Oui. Une autre question? Oui, et votre famille, elle était toujours derrière vous? Oui, oui, toujours. Ils me suivent partout et voilà. Merci et félicitations à vous toutes et à la prochaine. Merci. Merci. Prenez exemple, il y en a une courageuse qui a posé ces questions. Bravo, en tous les cas, c'est très, très sympa. Merci. Lucie, j'en profite là sur le côté un petit peu.